Cela fait 20 mois que vous êtes à la tête de la sélection de Côte d'Ivoire et nous avons essayé de déchiffrer votre parcours. Suivons ensemble cet élément. C'est le 4 mars 2020 que le défunt comité exécutif de la FIFA engageait pour 1 an Patrice Baumel sur le banc de l'équipe nationale. Objectif, redonner un nouveau souffle aux éléphants après l'ère Camara Ibrahim. Prolongé avant la fin de son bail et la qualification ivoirienne pour la CAN 2021, l'ancien lieutenant d'Hervé Renard poursuit son aventure avec une pointe de réussite. Voilà, le décor est planté. Hein. Coach, déjà, on a entendu beaucoup de chiffres dans cet élément vidéo. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on a les mêmes chiffres? Oui, l'analyse en mathématiques, on est d'accord. On est premier de ce groupe, on s'est qualifié pour la CAN, on avance. D'accord. Alors, bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà, on voudrait commencer par vous féliciter. Hein. Merci. 6 points sur 6 lors de ces éliminatoires du Mondial. Vous avez parfaitement bien négocié ce virage très important. Comment est-ce que vous avez vécu cette trêve internationale? Difficile parce que c'était seulement une semaine, 7 jours avec un long voyage, même 2 voyages, on va dire, 2 séances d'entraînement. Si on regarde, j'avais mon effectif le mardi soir, nous sommes partis le mercredi pour s'entraîner le jeudi à Johannesburg, jouer le vendredi, revoyager sur Cotonou, le samedi faire 2 groupes, ceux qui ont joué la veille, faire de la récupération, ceux qui n'ont pas joué, plus les joueurs qui jouent en Angleterre, les récupérer. C'était un effectif de 29 joueurs. Donc difficile parce que faire des choix, gérer 29 joueurs, c'est jamais évident. 29 égaux, 29 personnalités. Voilà, et puis vraiment, j'avais souhaité, dans cette semaine internationale, me donner le choix de pouvoir revoir un peu tout le monde. Parce que, bien sûr, il fallait prendre ces 6 points, avancer dans ces éliminatoires, mais aussi me faire un avis sur tout le monde parce que la Coupe d'Afrique arrive et il faudra que je fasse des choix certains pour avoir un groupe, une équipe. Et avec ce Covid, avec tout ce qui se passe, il a fallu chaque fois faire un peu le maçon, c'est-à-dire composer avec les absents, les blessés, etc. etc. Donc ce n'était pas évident, mais un grand bravo aux joueurs parce que même si ce n'était pas parfait, les efforts étaient là, la volonté de bien faire était là, l'envie était là. Et pour ça, je les félicite. Alors, au-delà du résultat, quel est votre niveau de satisfaction juste après ces 2 dernières rencontres? En fait, je connaissais très bien le Malawi. Je l'avais dit tout au long de la semaine de la préparation que c'était 2 matchs où on aurait pu laisser des plumes. Si vous regardez le parcours des Flames, chaque fois, ils posent des problèmes aux équipes a priori au-dessus d'elles. C'est une équipe très bien organisée avec des joueurs qui font des efforts, qui sont généreux. Et j'avais prévenu les garçons, même si nous sommes la Côte d'Ivoire, c'est toujours une équipe redoutable. Et donc satisfait d'un point de vue comptable. Ce que j'ai pu dire à vos confrères après le match, c'est sur des phases autant au match aller qu'au match retour, il y avait des moments où on avait les intentions, on était séduisant dans le jeu, devant, au milieu, derrière. Et puis il y a des moments où on semblait un petit peu hésitant, un petit peu perdu. Voilà, parce que beaucoup de changements, parce que beaucoup de joueurs ne jouent pas en club aussi. Donc c'est plein de choses qui font que j'assume mes choix parce que je construis un groupe. Il me donne satisfaction. Mais voilà, il va falloir que tout le monde soit prêt. Si on veut aller à la Coupe du Monde et faire une belle CAN, il faut que tous les joueurs soient concernés, jouent plus en club. Ça, c'est un message. J'aimerais que tous les joueurs jouent un petit peu plus en club. Après, c'est pas évident. Mais vraiment satisfait parce que ça a été une semaine éprouvante où on a été, entre guillemets, trimballé à gauche, à droite. Des tests Covid, on se couchait très tard, 8 heures de vol, 1700 mètres d'altitude à Johannesburg. Je sais, pour ceux qui nous ont accompagnés, s'il avait fallu faire ne serait-ce un footing, c'était très difficile. Voilà, mais on s'est adapté. Quand on n'est pas toujours très bon, il faut être efficace et on l'a été. 6 points sur 6, objectif atteint. D'accord. Alors, ça fait près de 20 mois que vous dirigez l'encadrement technique des éléphants. En 12 matchs, vous avez enregistré 7 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Ce bilan partiel, est-ce qu'il répond à vos attentes? Oui, notamment un premier match contre
la Belgique face au numéro 1 mondial où à Bruxelles on fait un partout pour un premier match. Un deuxième match contre le numéro 1 en Asie, le Japon, où on perd, mais dans les arrêts de jeu sur une petite faute de concentration qui nous a permis, je pense, ce but de bien travailler pour la suite, contre Madagascar et la suite. Lorsque je suis arrivé, l'objectif était de se qualifier pour la CAN. Il y avait des matchs difficiles où, à l'époque, Madagascar était plus que séduisant en Afrique. On avait gagné à domicile, on était allé faire un partout sur l'île de Madagascar. Voilà, après, il a fallu voyager au Niger, il a fallu recevoir l'Éthiopie. L'objectif était atteint, on finit premier de groupe. Je sais que dans une équipe, un coach n'est jamais satisfait, je suis le premier, même si les spectateurs, les fans ne sont pas satisfaits du contenu. Je souhaite pouvoir avoir du temps, quand je dis du temps, avoir les joueurs sur une durée pour pouvoir réellement travailler. Parce que sincèrement, avec ce Covid, on a toujours eu 1 ou 2 séances avant les matchs. On attendait les derniers joueurs qui arrivaient, ça a été vraiment compliqué. Et je souhaite pouvoir vraiment avoir une semaine, 10 jours de travail avant un match pour pouvoir travailler plus d'automatisme. Parce que je suis le premier conscient, par moment, je dis bien par moment, on manque d'automatisme et ça se ressent. Mais par moment, on n'est plus que séduisant. Face au Cameroun, j'ai un match référence et ainsi de suite. Donc je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire avec cette équipe. Très bien, coach. En tout cas, félicitations pour vos résultats. Vous avez été nommé en mars 2020. Oui. Votre premier match, c'était en octobre face à la Belgique en amical. 1 but partout. Le dernier match, c'était il n'y a pas longtemps face au Malawi, 2-1. Vos chiffres, elle les a donnés. 12 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 1 défaite. Vous avez marqué beaucoup, 19, encaissé peu, 8. Est-ce que ce sont des chiffres, de votre point de vue, qui sont honorants pour un pays comme la Côte d'Ivoire? Bien sûr. Bien sûr, je pense que lorsqu'on gagne avec la Côte d'Ivoire, on a un capital confiance important. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a eu un remaniement, des joueurs qui sont arrivés d'expérience, des jeunes joueurs aussi. Donc oui, satisfait d'un point de vue comptable pour représenter le pays de la Côte d'Ivoire au plus haut niveau, oui. Est-ce que ce n'est pas des chiffres flatteurs? Parce que les chiffres sont là, mais la réalité, le contenu aussi n'est pas au rendez-vous. Et puis ces chiffres-là, ça compte qui? Le Malawi, Mozambique, Madagascar, Éthiopie et autres. Vous me direz qu'il n'y a plus de petites équipes, mais quand même c'est la Côte d'Ivoire qui a un statut, 2 fois vainqueur de la CAN, qui a participé à 3 Coupes du Monde, qui a un statut. Face à ces équipes-là, ces chiffres-là, ce ne sont pas des chiffres flatteurs. Ils sont là. Les chiffres sont là pour parler d'eux-mêmes. Mais je ne m'endors pas sur mes lauriers. Je sais tout le travail que l'on a encore à effectuer. J'ai beaucoup de respect pour toutes les équipes que je rencontre. Le Malawi est qualifié pour la Coupe d'Afrique, la prochaine Coupe d'Afrique. Vous verrez qu'ils vont poser des problèmes à beaucoup d'équipes. C'est une équipe de très haut niveau en Afrique. Si on regarde tous les matchs, Madagascar aujourd'hui est critiquable parce qu'ils n'ont plus les résultats qu'ils ont eus, mais ils étaient présents sur la dernière Coupe d'Afrique. Ils avaient un football séduisant, très difficile. On a réussi à gagner chez nous, à aller faire le match nul là-bas, où je pense, à Madagascar, c'est nos matchs les plus aboutis, où le résultat ne parle pas de lui-même, justement. Le 1 partout ne parle pas de la réalité du match, où je pense qu'on aurait dû l'emporter par 3 ou 4-1. Voilà, donc par moment, on ne gagne pas alors qu'on le mérite. Par moment, on a des résultats flatteurs, comme vous dites, mais on se crée des occasions. Aller gagner 3-0 à Johannesburg contre le Malawi, c'est pas rien. Voilà, donc je pense que notre marche est positive, mais je suis conscient qu'il y a encore beaucoup de travail et je pense à apporter au groupe beaucoup de certitude. D'accord. Alors, on va rester encore un petit peu dans les chiffres. En 12 matchs, 19 buts inscrits, 8 buts encaissés. Votre prédécesseur, Kamari Ibrahim, au même stade, lui, il comptait 23 buts inscrits et 8 encaissés. Est-ce que, comme les joueurs, vous vous référez aux chiffres de votre prédécesseur pour peut-être vous motiver ou autre ? Sincèrement, je lis très peu la presse et je regarde très peu ce qui est fait avant ou après. J'essaie de me concentrer sur le groupe que j'ai. Ce ne sont pas des excuses, mais sur le dernier match, il nous manquait aussi le meilleur buteur actuel en Champions League. Ce n'est pas rien aussi. Je pense qu'on l'aurait eu, il nous aurait fait beaucoup de bien sur les 2 matchs.
Mais oui, bien sûr, je connais très bien Ibrahim Kamara, que je salue, et on a travaillé ensemble en 2014-2015. C'est une autre ère, avec des nouveaux joueurs, avec des jeunes joueurs qui arrivent, avec une dynamique différente. Voilà, donc je me concentre sur le travail que l'on fait au quotidien avec le staff, avec les joueurs. Et puis, je préfère peut-être marquer moins de buts, mais gagner les matchs, plutôt que voilà, marquer plein de buts et peut-être pas gagner toujours. Donc, sincèrement, j'essaie de trouver le bon équilibre entre marquer des buts et ne pas trop prendre. Alors, coach, quand vous arrivez, nous sommes 3e de notre poule des éliminatoires de la CAN 2021. Ouais. On termine en tête dans le groupe K avec 13 points devant l'Éthiopie qui a 9 points. Là, en ce moment, après 4 journées dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, nous sommes en tête avec 10 points. Le Cameroun est dernier avec 9 points. Bon, ce sont des chiffres qui parlent. Les conclusions sont nettes. Les chiffres parlent pour vous. Mais est-ce que ce sont les résultats d'une bonne équipe? Je dis ça en pensant à certaines formations sur le continent, comme l'Algérie, le Sénégal et le Maroc, qui font nettement mieux. Est-ce que vos chiffres-là sont les chiffres d'une bonne équipe? Je dirais que oui. Est-ce que le Cameroun, est-ce que le Sénégal, comme vous dites, ont le Cameroun, pardon. Est-ce que le Maroc, le Sénégal et l'Algérie, ils ont un adversaire comme le Cameroun? Je ne suis pas sûr, dans leur poule. Le Cameroun est un géant d'Afrique. Je dirais, sincèrement, je ne regarde pas. L'essentiel, c'est d'essayer de se qualifier. Mais parce que ce sont des équipes qui ont déjà fait un gros pas vers la qualification pour le prochain tour. Pour certaines, ça devrait pouvoir se jouer sur la prochaine journée, pendant que nous, on devrait attendre encore 2 journées. Donc, en termes de comparaison, puisque ce sont ces équipes-là que nous allons croiser, prochain tour probablement, et certainement la CAN, la question vient à propos, coach. Je vais vous répondre. Si on prend les 2 points qu'on perd au Mozambique avec un effectif complet, nous aurions que des victoires. Mais on devrait aller au Cameroun aussi en essayant de gagner le match parce qu'on aurait 3 points d'avance et ça ne suffirait pas. Donc, sincèrement, bien sûr, je regarde les matchs de l'Algérie, du Maroc, du Sénégal qui sont aujourd'hui au top du niveau africain. Mais depuis l'arrivée, on a cessé d'avancer au classement non seulement du continent africain, mais du classement mondial. On avance doucement, mais on avance. En essayant de créer des automatismes avec ces nouveaux joueurs, des Sébastien Haller, des Willy Boli, ne connaissaient pas le football africain, des Hassan Kamara qui nous a rejoints aussi, des joueurs qui arrivent comme Jérémy Boga, Amad Diallo, Ahmed Junior Traoré. Donc il y a certains joueurs qui arrivent qu'il faut qu'ils s'habituent à ce que c'est que porter ce maillot orange, qui est beau à porter, mais qui est lourd à porter. Qui est lourd à porter. Donc, voilà, il faut trouver le juste équilibre entre des joueurs qui ont justement l'habitude de porter ce maillot et des nouveaux joueurs qu'il ne faut pas forcément leur donner ce maillot avec des responsabilités énormes de suite parce qu'ils risquent de se brûler les ailes. Donc j'essaye d'être cohérent dans mes choix. Et chaque mois, en fait, je dois faire aussi des concessions parce que je n'arrive pas à avoir les joueurs que je souhaite avoir à chaque fois. D'accord. Choualio. Oui, justement, vous parlez de cohérence dans vos choix. Oui. Tout à l'heure, vous avez vous avez souligné que beaucoup de joueurs ne jouent pas en club et ils sont en équipe nationale. Oui. C'est quand même curieux. Non, ça, on y reviendra après. Oui, n'allons pas trop vite en besogne. Pour l'instant, on est vraiment dans les chiffres, là, s'il vous plaît. Oui, attends. Donc, je disais que vous parlez de chiffres, mais la Côte d'Ivoire se qualifier pour une CAN, ce n'est pas un exploit. Ce que vous avez réalisé, ce n'est pas un exploit. Vous devez être conscient de cela. Aujourd'hui, les Ivoiriens attendent autre chose. C'est pourquoi certains sont très exigeants. Ces chiffres que vous avancez, c'est vrai, les chiffres sont là, mais dans le jeu, l'attente est énorme, quoi qu'on dise. Alors, déjà, je n'avance aucun chiffre, c'est vous qui avancez les chiffres. Ouais, mais on les a. Mais les chiffres qu'on a avancés, d'accord. Et puis, c'est pas de faux chiffres quand même. Non, mais c'est vous qui me posez des questions sur ce que je pense. Je dis mathématiquement, les résultats sont là. Après, j'essaie de construire un groupe, changer tous les mois certains joueurs qui, parce qu'ils ne jouent pas en club, feraient machine arrière, repartir à zéro. Donc j'essaie de créer des automatismes avec des joueurs d'expérience qui ne jouent pas en club depuis certains temps, comme Eric Bailly, qui en souffre, mais comme Willy Boli, qui ne joue pas depuis très peu. Serge Aurier, on le savait, qui
qui avait quitté le club de Tottenham, qui était en pourparlers pour signer. Voilà, un Jean-Évrard Kouassi qui est toujours sous contrat en Chine, mais son championnat est fini. Mais je fais mon rôle de sélectionneur, mais aussi d'entraîneur, c'est-à-dire qu'il y a des programmes d'effectuer pour essayer de les maintenir en forme. J'essaye de construire un groupe pour préparer la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. J'essaye pas de mettre des noms tous les mois parce qu'ils vont jouer un petit peu plus ou un petit peu moins. D'accord. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de revenir sur les joueurs et sur le jeu en deuxième partie d'émission. Donc, messieurs, n'allez pas trop vite en besogne, sinon je vais sortir mes cartons. Attention. Patrice Baumel, depuis votre arrivée, il y a une cinquantaine de joueurs qui se sont succédés, 57 exactement, si je ne m'abuse. Est-ce que vous avez encore de réels besoins en termes de renfort dans cette équipe? Je pense qu'on a fait le tour de la question. Les 57 qui sont venus, mais j'en suis un petit peu encore de très près de par le monde. Mais effectivement, il va falloir réduire ce groupe. Déjà, j'ai vu sur la semaine dernière, gérer 29 égos, ce n'était pas évident. Parce que lorsqu'il faut les prendre avant et leur dire aujourd'hui sur les 29, j'en sors 6, et leur dire vous n'êtes pas sur la feuille de match, ce n'est pas évident. Et je l'ai fait moi-même, je n'ai pas envoyé un adjoint ou quelqu'un d'autre, donc ce n'est pas évident. J'aimerais leur faire plaisir, mais ce n'est pas possible. Et je leur ai dit après le match. Mais effectivement, il va falloir... c'est pour ça que sur ce dernier rassemblement, je voulais avoir ces 30 joueurs, parce qu'il y avait ce règlement avec la Grande-Bretagne qui ne libérait pas les joueurs pour aller en zone rouge. Et ça m'a permis de voir des choses. Voilà. Donc il faut... des individualités au service du collectif. Il faut des gens qui sont prêts à donner de leur personne pour le groupe, le don de soi. L'objectif de penser à l'équipe, c'est tout ça qui me plaît. Voilà. Mais tout ça pour dire que vous êtes susceptible d'en appeler d'autres ou... La porte n'est jamais fermée. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais effectivement, 57, c'est beaucoup. Coach, coach, 57 joueurs, c'est vraiment beaucoup. Aujourd'hui, est-ce que vous allez encore faire tourner alors que nous sommes à quelques mois de la CAN? Non, je pense qu'aujourd'hui, il nous reste 2 matchs. Comme je vous ai dit précédemment, il me faut quelques certitudes. J'ai pu voir sur la semaine dernière certains comportements dans la vie du groupe, sur le terrain. Donc il va falloir forcément réduire et je ne pourrai pas faire plaisir à tout le monde, effectivement. Alors, il y a 15 joueurs qui n'ont jamais été utilisés, donc 4 gardiens sur les 6 que vous avez convoqués depuis votre arrivée. Est-ce que la situation est susceptible de changer ? Ma confiance, pour le moment, va à Sylvain, qui a trouvé un club en Éthiopie, qui travaille bien. Avec tout le staff, on essaie de suivre tous ces joueurs. Avec Jean-Jacques, on fait un travail de suivi de tous les gardiens. Voilà. Sylvain, pour moi, aujourd'hui, a toute ma confiance. Il a une certaine expérience en Afrique, de par son passé dans les clubs, au TP Mazembe notamment, et puis en équipe nationale. Mais le fait d'amener des gardiens de but comme Badr Ali Sangaré, comme Elisir Tapé, comme Abdul Karim Cissé, montre qu'il y a derrière des joueurs qui sont prêts, des gardiens de but qui sont prêts. Mais aujourd'hui, Sylvain a toute ma confiance. D'accord. Mais justement, au niveau des gardiens, on sait que Bo est le numéro 1. Au niveau, après Bo, qui est le numéro 2, qui est le numéro 3? Puisque là, vous avez Ira Tapé, vous avez Cissé Karim, on a Sangaré Badra. Donc, Bo est le numéro 1. Oui. Qui est le numéro 2, qui est le numéro 3? Il doit y avoir forcément une hiérarchie. Sur le match de juin, j'avais fait jouer Badr Ali Sangaré contre le Burkina Faso, parce qu'il joue en club aussi. Donc, aujourd'hui, il a une certaine expérience, un certain vécu avec l'équipe nationale aussi. Donc, j'en fais mon numéro 2. Sur le numéro 3, ça peut varier, comme beaucoup d'équipes nationales font, entre Elisir Tapé, entre Abdul Karim Cissé, etc., entre Ndrin aussi qui est venu avec nous, qui nous avait montré de belles choses. Après, c'est tout ce qui est championnat. La FAD n'avait pas de match, que ce soit en Champions League ou en Coupe continentale, alors que Elisir et Abdul Karim avaient des matchs. C'est pour ça que j'ai fait le choix de gardiens de but qui ont pu avoir un peu de compétition dans les jambes sur ces dernières semaines. D'accord. Bon, coach, ça va? Ça s'est bien passé? So far, so good. Et ça va bien se passer. Bon, allez, on va marquer la première pause de cette émission. Ne bougez pas, non, n'allez pas très loin. On va se retrouver dans quelques instants. On continuera à bavarder avec notre sélectionneur Patrice Baumel. On va parler du jeu et des joueurs. Et on
on vous verra sous une autre facette. Oui, parce que dans cette émission, vous savez, on parle de choses très sérieuses et puis on s'amuse un petit peu. Avec plaisir. Toujours autour du sport, bien évidemment. Allez, ne bougez pas, on revient juste après la pub.